Bien, Démat Danol, bonjour à toutes et à tous. C'est évidemment pour moi également une joie, une fierté de pouvoir clôturer ce colloque consacré aux diasporas celtiques, en félicitant bien sûr et en remerciant très chaleureusement l'Institut culturel de Bretagne, la région Bretagne, les différents intervenants venus des différentes universités des pays celtes, les présidents d'associations de Bretons, les représentants de gouvernement. Saluer mon ami Stéphane Perrin, le vice-président aux relations internationales de la région Bretagne. On a eu l'occasion ensemble d'ailleurs d'aller célébrer le 50e anniversaire de notre jumelage avec la ville de Galway en Irlande, et c'était une autre occasion de pouvoir saluer cette belle coopération culturelle avec nos amis irlandais. Je crois que c'est très important de donner du sens à nos 10 journées de célébration de nos profondes amitiés celtes au travers du Festival interceltique. Et c'est pourquoi je suis très heureux effectivement d'être à la clôture de ce colloque, comme je serai par exemple lundi à l'ouverture de celui consacré au Forum économique interceltique. Donner du sens à nos jours de fête, c'est aussi une de nos missions au travers de ce que nous faisons au Festival interceltique de Lorient. Je veux très synthétiquement vous faire part de 3 convictions. La première conviction, et je pense que ça va bien traduire l'état d'esprit des propos que j'ai entendus, et on m'a dit que c'était l'état d'esprit de la journée, il nous faut en quelque sorte avoir la diaspora heureuse. Parce que je permets de souligner un paradoxe heureux de notre histoire, c'est que nos pays celtiques ont d'abord été des terres d'émigration tout au long du 19e et du 20e siècle. Ça s'est prolongé, même une partie du 20e. On quittait nos pays, c'était d'ailleurs beaucoup de drames humains, pour fuir la misère, pour fuir la famine aussi, il faut bien le dire. Ça a été le cas dans certaines régions ou nations, je pense à l'Irlande, mais la Bretagne n'a pas échappé à ce phénomène, pour chercher tout simplement de meilleures conditions de vie, de travail, et se donner à notre avenir. Et puis désormais, par cette belle revanche de l'histoire, nos nations et nos régions celtes figurent parmi les plus attractives de l'Europe occidentale, et deviennent même des terres de retour des diasporas, et même aujourd'hui, il faut le dire, des terres d'immigration. On vient aussi ici chez nous pour pouvoir se construire un meilleur avenir. Et en l'occurrence, je l'ai dit, mais le mot est malheureux, ce n'est pas une revanche. C'est une juste réhabilitation pour nos territoires et nos populations. Et c'est pour ça que je suis heureux que nous puissions, je vous propose d'avoir en tous les cas cette conception d'une diaspora heureuse, telle en tous les cas qu'on souhaite le vivre. La deuxième conviction, c'est que les diasporas sont une formidable opportunité pour faire rayonner notre culture bretonne et celtique, plus que jamais ouverte sur le monde. C'est la force de la culture et de l'identité bretonne et celtique, l'ouverture au monde. Ce n'est pas une manifestation de sentiments chauvins, bien au contraire, et c'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance à pérenniser le Festival interceltique de Lorient, parce que le festival nous aide à porter cette conception ouverte, positive de l'identité régionale, à rebours de conceptions plus chauvines, voire nationalistes. Et les diasporas sont autant de communautés d'ambassadeurs, car les liens culturels demeurent souvent très forts. Et d'ailleurs, l'immigration bretonne au XIXe siècle, non seulement elle n'a pas dilué le sentiment d'appartenance au peuple breton dans les cultures des pays d'arrivée, mais elle l'a même renforcé. Et il n'y a pas besoin d'ailleurs d'aller forcément à l'étranger pour le vérifier, puisque, on peut le dire, la diaspora bretonne à Paris a rayonné longtemps et a renforcé son sentiment d'appartenance à la communauté bretonne en étant en Île-de-France et en quittant les terres d'Armorique. Mais je dois dire que j'ai eu la chance en tant que maire de Lorient de pouvoir visiter des communautés bretonnes dans le monde, récemment les Bretons de New York, qui ont réussi à faire vivre la communauté bretonne de l'autre côté de l'Atlantique, ou plus récemment à l'occasion d'un déplacement au Vietnam où j'ai signé un accord de coopération avec l'agglomération, une rencontre avec les Bretons de Saïgon qui eux aussi portent une image de dynamisme, d'innovation et aussi de défense du modèle culturel breton, de l'autre côté de la planète. Ils sont les acteurs et les promoteurs de la vivacité de notre culture. La troisième conviction, je ferai un peu plus de promotion locale, c'est que le pays de Lorient est un des centres de ressources majeurs de la diaspora bretonne, et le fil en est d'un des vecteurs majeurs. Je veux saluer de ce point de vue-là le soutien indéfectible et historique et ancien de la ville et de l'agglomération au fil, et à la promotion de la langue bretonne, dont nous avons fait d'ailleurs un axe important de notre projet de territoire adopté en 2021 à Lorient Agglomération, avec l'ambition de faire de notre agglomération un territoire phare de la culture bretonne et celtique. Alors on a mis en place de nombreuses actions, je vais quand même les rappeler parce que ça n'est pas rien.
c'est la nomination en 2023 d'une conseillère déléguée en charge de la langue et de la culture bretonne sur notre agglomération. C'est l'adoption par notre conseil communautaire en décembre dernier d'un schéma linguistique de la langue bretonne. C'est la signature en avril dernier avec Paul Molac, notamment du niveau 2 de la charte Yadar-Brezonègue pour l'agglomération, la ville de Lorient étant, elle, déjà signataire de la charte au niveau 3. Mais pour ce qui est de l'agglomération, certaines actions de la charte niveau 3 sont déjà réalisées ou engagées. Je pense à la création d'un logo bilingue, au marquage des véhicules ou encore à la signature bilingue de la maison de l'agglomération. Mais c'est aussi un combat politique. Et à la ville de Lorient, très clairement, nous avons mis en œuvre le livret de famille en breton et je valide désormais les actes de naissance qui utilisent le tilde. C'est la fameuse affaire du Fanche. Je crois que c'est un combat politique d'un autre âge, mais il faut le mener, ce combat politique. Et en tous les cas, j'ai choisi de le mener, car la conviction que j'ai, c'est que la République de 2025 n'est évidemment pas celle de 1792, et que la reconnaissance de ce particularisme régional, non seulement il ne mettra pas en cause l'unité de la République, mais il doit le pousser à sortir de cette conception très jacobine que l'on ressent encore sur le plan culturel, économique et politique. Et c'est l'occasion de plaider pour une vraie décentralisation administrative, une défense des particularismes régionaux qui ne remettra pas encore une fois en cause l'unité de la République, qui viendra au contraire la renforcer parce qu'elle permettra l'adhésion renouvelée de la population à cet universalisme, c'est pas facile à dire, intemporel qui caractérise la France. Et clairement, là-dedans, le projet culturel et politique du fil a son rôle. Il est aussi de faire rayonner ces diasporas bretonnes et celtiques. D'où la nécessité d'ailleurs de pérenniser le fil dans son modèle économique. C'est une autre question qu'on aura l'occasion d'aborder sur ces 10 jours. Mais clairement, au-delà du soutien des collectivités locales et de l'État, qui ne pourra sans doute pas augmenter dans les années futures, au-delà de la recherche de recettes propres à l'organisation et au territoire, peut-être qu'effectivement l'appui des diasporas pourra nous permettre aussi de pérenniser le modèle économique, culturel d'un festival comme le nôtre. Mais je voudrais dire en conclusion qu'il est encore plus important pour nous, Lorientais et nous, Bretons. Lorient est la capitale de l'interceltisme pendant au moins 10 jours, et elle devient en quelque sorte une porte du monde. Et en réalité, par notre histoire, la ville de Lorient, depuis le XVIIIe siècle, est une porte du monde à part entière. Et je vous l'indique, ce sera d'ailleurs le thème fédérateur et mobilisateur du 360e anniversaire de la ville de Lorient en 2026. Il s'agit dans notre esprit, en tous les cas dans le mien, mais je sais que vous le partagerez pour beaucoup, de réconcilier en quelque sorte la vision de Xavier Graal sur l'identité bretonne. Vous connaissez bien sûr le poète Xavier Graal qui a dit « On n'est pas breton, on le devient ». Et on le devient à l'écoute du vent, du chant des branches, du chant des hommes et de la mer, poursuivait-il. Et cela parle évidemment à toutes nos régions celtiques maritimes, ou nos nations celtiques maritimes. Donc réconcilier cette vision de Xavier Graal avec la conception traditionnelle de la nation française qui a été définie par un autre breton, Ernest Renan, et qui a parlé du désir de vivre ensemble. C'est vraiment ça, le corpus fondateur de la nation française et de notre identité nationale. Les diasporas ne sont alors plus qu'une conception territoriale, géographique, d'un même ensemble de communautés de valeurs qui transcendent des visions plus restrictives. J'oserais le terme racialisé pour définir l'identité d'une nation. On définit là, en fait, en quelque sorte, un humanisme celte qui, je trouve, fait honneur à notre héritage millénaire. Et c'est au travers de sa riche programmation artistique et culturelle ce que valorise parfaitement le Festival interceltique de Lorient. Faire danser, chanter, partager, festoyer pendant 10 jours, toutes celles et tous ceux qui adhèrent à notre vision du monde celte, voilà le projet politique et culturel qui est le nôtre ici, modestement, pendant ces 10 journées. Vive Lorient, vive l'interceltisme et vive le festival.